bien, donc bonjour. Donc on va rentrer directement cette fois, donc après l'introduction faite dans la première partie, on va automatiquement rentrer dans le chapitre 3, au cœur du sujet. Donc le chapitre 3, qui est intitulé Perceptron multicouche, mais qui en fait introduit le concept de réseau de neurones dans sa globalité, qui peut être donc applicable à d'autres types de réseaux de neurones, comme les réseaux de Hellman, les réseaux à base radiale qu'on verra dans le chapitre 4, les réseaux profonds, etc. Donc voilà. Donc en fait, le perceptron multicouche, c'est un réseau qui est constitué de neurones de type perceptron mis en réseau. Donc ce type de réseau peut être schématisé, comme on peut le voir ici, par la figure 3.1. D'accord, vous l'avez que vous avez ici. Très bien. Donc on va d'abord expliquer la topologie ou alors la notion de réseau de neurones pour pouvoir en plus, après, c'est-à-dire ensuite, définir les spécifications, les spécificités du perceptron multicouche et voir plus tard comment se fait son apprentissage, etc. Très bien. Donc si je vais me focaliser sur la figure 3.1a, qui donne en fait une topologie de réseau de neurones à une seule couche cachée, je vais m'expliquer. Donc le réseau qui est donné par la figure en fait est constitué de trois couches. La couche d'entrée qui ne comporte en fait que les variables d'entrée ou le vecteur de régression phi, qui lui, là, le vecteur de régression phi, qui lui comporte les entrées, ou alors les caractéristiques à donner au réseau de neurones. Donc ceci est la couche d'entrée. La couche de sortie, plutôt la couche de sortie, voilà, bon, je vais aller à la couche de sortie, puis on reviendra vers la couche cachée qui est plus importante. Alors la couche de sortie donne les sorties du réseau. Dans ce cas-là, nous avons une seule sortie, mais on pourrait avoir plusieurs sorties. Donc la couche de sortie contient quoi? Contient les neurones de sortie. Dans ce cas-ci, on a un seul neurone de plus qui est un neurone linéaire. Donc on a un combinateur linéaire. On pourrait avoir une fonction d'activation ici, et ce serait un neurone de type sigmoïdal, etc. Mais voilà, donc la couche de sortie est constituée des neurones de sortie, et principalement un neurone pour chaque sortie, généralement. Ce qui nous laisse en dernier la couche cachée. La couche cachée, c'est là où, dans le réseau de neurones à une seule couche, ou monocouche, c'est là où pratiquement tout se passe, puisque la couche de sortie n'est qu'une couche combinatoire, qui va combiner les résultats obtenus dans la couche cachée pour pouvoir donner le résultat qui va être soit une classification, soit une prévision, soit... voilà. Très bien. Donc, de quoi est composée la couche cachée? Comme on peut le voir, la couche cachée est composée de neurones qui, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, eux-mêmes sont composés du soma, qui englobe la sommation et la fonction non linéaire, qui est donnée ici par kappa. Donc le soma, plutôt la somme qui va sommer le produit des entrées données par le régresseur phi et des poids et des biais de chaque neurone. Le vecteur poids et biais de tous les neurones de la couche cachée est donné par le vecteur θ1. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le réseau feed-forward? On va avoir le vecteur de régression phi qui contient les données d'entrée ou les caractéristiques,
auquel en fait je vais rajouter 1. Vous savez pourquoi? Je vais réexpliquer. Le 1 est multiplié par le biais qui lui-même, en fait, est contenu dans le vecteur de poids et de biais θ1. Donc les biais vont être multipliés par 1. Ce sont donc des poids avec des entrées égales à 1. Et les poids WIJ vont être multipliés par les différentes caractéristiques du vecteur de régression phi. Ce qui va donner donc pour chaque neurone la somme des WIJ fois le vecteur de régression phi, donc phi θ1, sommé, qui va donner Z1, qui va passer par kappa et qui va donner donc Y à la sortie du premier neurone. Si on répète ceci pour chaque neurone de la couche cachée, on obtiendra donc les YM sorties qui vont être combinés dans le neurone de la couche de sortie. Voilà. Donc ceci est une configuration de réseau de neurones à une seule couche. Maintenant, pour appeler ceci un perceptron multicouche, qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste donc rajouter, ou plutôt mettre ou modéliser la fonction kappa par une fonction sigmoïdale, tangente sigmoïdale ou logarithme sigmoïdal. Et là, j'aurai le perceptron multicouche. Et dans ce cas-là, monocouche, puisque c'est une seule couche. Pour avoir donc un perceptron multicouche, je vais juste dupliquer, si vous voulez, dupliquer la couche cachée plusieurs fois. Et à chaque fois que je vais dupliquer la couche cachée, donc je vais rajouter une couche cachée qui va contenir elle-même, donc chaque couche cachée va contenir un nombre de neurones, d'accord, qui sont eux-mêmes composés par le sommateur et la fonction kappa, et bien sûr leur propre vecteur θ2, pour la couche cachée, la deuxième couche cachée, θ2, d'accord, qui contient les biais, les poids et les biais de la deuxième couche cachée. Et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de limitation de nombre de couches cachées. Bien sûr, on verra que la limitation, elle est plutôt, si vous voulez, d'ordre pratique, puisque plus on va rajouter des couches cachées, plus la complexité et la complexité et le, si vous voulez, le temps de calcul, le temps d'apprentissage va croître exponentiellement. Donc ici, on en parlera plus tard, mais d'un point de vue théorique, on peut mettre autant de couches cachées que l'on veut. Très bien. Maintenant, chaque couche cachée, bien sûr, peut avoir un nombre différent de la couche précédente de neurones. Et chaque couche cachée doit être homogène, par rapport à ces neurones. Ça veut dire que les neurones d'une même couche doivent être homogènes. Donc, la fonction kappa, si vous voulez, doit être la même dans une seule couche cachée. Je ne peux pas me permettre d'avoir différentes fonctions d'activation dans la même couche. Et ceci s'explique parce que si j'ai différentes fonctions d'activation dans une même couche, je vais avoir différentes manières de prendre ma décision ou de faire ma séparation entre les éléments des différentes classes. Et donc, mon raisonnement, si vous voulez, ne va pas être logique puisque chaque neurone va avoir une manière différente de traiter l'information qu'il a eue par ses entrées. Donc, pour la première couche cachée, les entrées étant le vecteur de régression
phi. Ce dernier va être traité par chaque neurone. Donc chaque neurone va essayer d'avoir sa propre décision qui elle-même va être transmise à la couche suivante. Et ceci dans la logique du réseau feed-forward. Il va être donc passé à la couche suivante et ainsi de suite. Donc chaque couche, en fait, elle est entièrement connectée à la couche d'avant, d'accord, mais pas à la couche N-1. Dans le cas de deux couches cachées, la deuxième couche cachée n'est nullement connectée au vecteur de régression phi. Elle est connectée seulement aux sorties de la première couche cachée. Et la couche de sortie n'est nullement rattachée aux sorties de la première couche cachée. Elle n'est rattachée qu'aux sorties de la deuxième couche cachée via le vecteur de poids éparpillé de la couche de sortie qui était là. Donc voilà. Donc en conclusion, on peut avoir un nombre de couches cachées infini et on peut commencer à parler de deep learning ou de réseau profond à partir de 4 ou 5 couches. Parce qu'on va voir que la complexité va croître exponentiellement et que généralement, pour le PMC, on utilise 2 à 3 couches cachées au maximum. Surtout que, on va le voir, le théorème de Sibelco, qui est un théorème d'existence et qui dit que un perceptron monocouche peut approximer n'importe quelle fonction non linéaire. Donc, pour le théorème de Sibelco, on ne peut pas, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir plus d'une couche pour pouvoir approximer ou pour pouvoir classifier un problème aussi complexe soit-il. Très bien. Maintenant, on verra, il est peut-être plus judicieux ou plus profitable d'avoir 2 couches au lieu, etc. Mais théoriquement, on n'a pas besoin d'avoir 2 couches pour approximer un problème non linéaire ou une fonction non linéaire. Donc voilà. Voilà si vous voulez, la constitution ou la construction d'un réseau de neurones. Très bien. Maintenant, pour récapituler, le réseau de neurones, il va se constituer de quoi? Il va se constituer du vecteur d'entrée, le régresseur phi. Et c'est très important parce que le régresseur phi et ses composantes vont avoir, et on va le voir plus tard, si vous voulez, une incidence sur la topologie du réseau. Les couches cachées sont donc constituées de neurones, d'un nombre de neurones n. Si on a plusieurs couches cachées, alors on aura n1, n2, n3, etc. Ce nombre de neurones reste une heuristique, ça veut dire qu'on ne sait pas a priori combien de neurones on va avoir pour traiter tel ou tel problème. Et on en reparlera plus tard, ça c'est dans les choix conceptuels et les aspects pratiques, si vous voulez, de la construction neuronale. Et puis donc les couches de sortie qui peuvent être linéaires, ça peut être juste un combinateur linéaire, puisque toutes les transformations non linéaires ont été déjà captées ou modélisées par la couche cachée qui, elle, doit contenir une fonction non linéaire. Dans le cas du perceptron multicouche, la fonction kappa non linéaire est une sigmoïde, c'est-à-dire une tangente sigmoïdale ou log sigmoïdale. Ceci, c'est pour appliquer, bien sûr, la fameuse règle delta qu'on a vue au chapitre 2. Très bien. Donc maintenant qu'on sait comment est la construction neuronale, la construction la mise sous réseau de neurones, pour avoir
le réseau de neurones, on va voir les différents types de régresseurs phi. Mais bien, avant de voir le type de régresseur phi, je vais juste mathématiquement écrire, d'accord, ou définir la sortie du réseau. Donc la sortie du réseau qui est Y estimée, ça veut dire qu'on voit la sortie du réseau, donc l'estimation, notre estimation, Y chapeau, autant K par rapport à θ. Donc θ, ça va être tous les vecteurs contenant les poids et les biais. Donc si on a un réseau monocouche, ça va être donc θ1 et θ2. Donc θ1 qui est le vecteur des poids et des biais de la couche cachée, et θ qui est le vecteur de la couche de sortie. Si on a donc plusieurs couches, on va voir les différents θ, donc θ1, etc. Donc ceci est égal à quoi? Ceci est égal à la fonction g. Donc la fonction g, c'est la fonction qui va englober tout le réseau de neurones. Donc la fonction g, qui est elle-même fonction de quoi? Fonction qui prend comme argument le vecteur de régression yk, plutôt phi de k, c'est-à-dire les entrées dans k, donc les caractéristiques du problème, le vecteur de régression, le régresseur, virgule, les points et les biais du réseau. Donc, et d'un point de vue, informatique, quand vous allez fabriquer, on le verra plus tard quand on fera le TP, quand vous allez donc créer votre réseau, faire son apprentissage, etc., vous allez obtenir donc votre réseau de neurones qui va être quoi? Qui va être une matrice de poids et de biais. Comme, bien sûr, avec la fonction qui va avec, mais c'est une matrice de poids et de biais. Les paramètres les plus importants, ça va être votre objet, que ce soit en MATLAB ou en Python, etc. Votre objet réseau de neurones, en fait, c'est une matrice de poids et de biais, surtout pour les perceptrons multicouches. Parfait. Donc, je reviens donc au régresseur phi. Donc, ça, c'est très important. Et on va voir les différents types de régresseurs. Donc, les différents types de régresseurs, en fait, viennent de la théorie linéaire. Donc, les réseaux de neurones n'ont pas inventé la modélisation. On n'a pas attendu qu'il y ait des réseaux de neurones pour que les mathématiciens écrivent des modèles. Les modèles linéaires ont été là depuis très longtemps et ils nous ont permis de traiter et de solutionner tous les problèmes de modélisation, si vous voulez, en linéarisant le problème ou le phénomène autour d'un point de fonctionnement en utilisant des modèles linéaires. Et ça marche très bien. Ça marche encore pour l'instant de nos jours. Ça marche encore quand le degré de non-linéarité du problème n'est pas énorme. Donc, il est peut-être plus profitable d'utiliser un réseau ou un modèle linéaire, un combinateur linéaire, quand la complexité du problème et la non-linéarité du problème n'est pas très poussée. Il est beaucoup plus profitable de fabriquer un modèle linéaire qui va nous donner des résultats qui sont parfois acceptables par rapport à aller vers le réseau de neurones qui est une usine à gaz, de l'apprentissage, une connaissance plus poussée de comment c'est-à-dire organiser nos données, comment faire notre apprentissage, les choix conceptuels qui sont plus importants et plus compliqués que pour le modèle linéaire. Donc toute cette usine à gaz pour finalement ne pas avoir des résultats qui sont, c'est-à-dire meilleurs que le modèle linéaire, bien sûr en tenant compte de la complexité de la chose. Donc, ce que je peux vous donner comme exemple, quand le problème
pas fortement non linéaire, aller vers le modèle linéaire avant de choisir l'option neuronale. Et généralement, on prend toujours le modèle linéaire comme benchmark, comme benchmark ou base de test pour voir si le modèle non linéaire neuronal est bon, le classifiant neuronal nous donne des points. Très bien, on y reviendra de toute façon quand on parlera d'apprentissage et d'aspects pratiques pour les réseaux neuraux. Donc revenons sur le régresseur phi. Donc le régresseur phi et les types de régresseurs phi qui vont influencer, si vous voulez, la topologie du réseau sont largement influencés par la théorie des systèmes linéaires. Bon, là, je vous donne quelques références. Lee Jung et surtout Box-Jenkins. Box-Jenkins est un modèle linéaire, c'est le modèle linéaire le plus connu, le plus utilisé, la Box-Jenkins. Très bien. Donc, inspiré de cela, un nombre de régresseurs a été choisi pour être utilisé dans le cas non linéaire et notamment avec les réseaux de neurones artificiels. Et donc là, vous avez les travaux de Chen, Jobert et Norgaard. Norgaard qui nous a gratifié, je crois que ça vient de sa thèse de doctorat en 2000, il nous a gratifié d'une toolbox de modélisation sur MATLAB. Je ne sais pas si elle existe, je l'ai utilisée moi-même quand je faisais mon doctorat, mais ça fait de cela une vingtaine d'années. Mais je crois qu'elle existe pour utiliser. Bon, bien sûr, c'est-à-dire que Norgaard avait fait une toolbox quand la toolbox de modélisation de MATLAB n'était pas au point. Hein. La toolbox de Norgaard était meilleure. Mais là, je pense que la toolbox de MATLAB est tout aussi bonne. Et puis, vous avez aussi maintenant Python qui offre des possibilités qui sont parfois peut-être meilleures que celles de MATLAB. Très bien. Donc, cette théorie linéaire dont on s'est inspiré nous a donné donc, plusieurs types de régresseurs. Voilà. Nous a donné plusieurs types de régresseurs. Donc, on va commencer par le régresseur, entre guillemets, le plus simple, qui est la structure à réponse impulsionnelle finie. Donc, on voit ici que le vecteur de régression phi, ou le vecteur d'entrée phi, ne comporte que des entrées U. Voilà. Alors, U, c'est une seule entrée. Donc, dans le cas scalaire, une seule entrée. Bon, avec quoi vous avez ici donc plusieurs U, en fait, c'est la même variable exogène, mais avec avec ces valeurs retardées. Ça veut dire la variable U de K-1, la variable U de K-2, K-3, etc. Mais c'est toujours la même variable. Donc, dans la structure réponse impulsionnelle finie, le vecteur phi, en fait, il ne contient que des variables U exogènes. Très bien. Qu'est-ce que je veux dire par une variable exogène? Alors, une variable exogène, c'est une variable qui va influencer la sortie de notre système, de notre modèle, mais qui n'est pas la variable de sortie, ou qui n'est pas reliée à la variable de sortie. Elle peut avoir une corrélation, elle peut être corrélée avec cette variable de sortie, mais elle ne peut pas être cette variable de sortie. Exemple. Donc, je vais vous donner un exemple. Imaginons que je veuille faire un modèle de la température de notre salle de classe. Dans notre salle de classe, je veux faire un modèle qui me donne la température de la salle de classe à des fins de prévision, pour voir si dans une paire on va faire autre chose. Très bien. Donc, si j'utilise le vecteur d'entrée phi avec une structure à réponse impulsionnelle finie, je ne vais avoir dans ces entrées que des variables exogènes. Ces variables exogènes sont quoi? Ça va être des variables qui ne sont pas la température de la salle, mais qui peuvent être toute autre variable. Exemple, la température extérieure, qui va influencer la température de la salle, bien sûr.
le nombre d'étudiants que j'ai dans la salle, le temps de la journée, si je suis l'heure de la journée, si je suis à midi, si je suis à 11 heures, si je suis à 7 heures du matin, etc. Sauf que l'heure de la journée aussi est donnée par la température extérieure. Donc, il faut faire attention qu'il n'y ait pas quand vous faites de la modification, comme ça c'est une chose, je vais un peu sauter, anticiper les choses. Faites attention de ne pas avoir deux variables exogènes qui sont fortement corrélées. Une seule suffit pour, c'est-à-dire pour faire de la modification. Donc on va s'en tenir là et on va dire je vais avoir besoin de la température extérieure, bien sûr la température extérieure et ses valeurs retardées, et du nombre d'étudiants et de ces valeurs retardées si, bien sûr, il y a un flux qui rentre et qui sort de la classe, ce qu'aucun prof n'aimerait, mais bon, on va dire que c'est une variable, etc. Donc si phi ici ne contient que les températures extérieures et le nombre d'étudiants, donc je suis dans le cas de structure impulsionnelle finie. Et donc mon entrée pour le réseau, je vais donner à mon réseau les températures externes et le nombre d'étudiants. Tout cela va passer par la couche cachée. Donc je vais faire mon apprentissage pour trouver les θ1 et θ2 afin d'avoir la sortie qui est la température de la salle de classe au temps K plus 1. Donc voilà, si vous voulez, un modèle de température pour le salle de classe. En utilisant leur réponse, utilisant la structure, une structure à régression phi avec une structure à réponse impulsionnelle phi. Très bien. Donc une question, je continue aussi, donc la structure à réponse impulsionnelle ne contient pas, on ne peut pas contenir dans le vecteur de régression phi la partie autorégressive, ça veut dire les sorties passées. Dans notre cas, il ne peut pas contenir la température de la pièce dans le temps passé, ça veut dire ça fait 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures. Est-ce que c'est bien pour mon modèle de température, si je veux faire un modèle de température de la salle de classe? Bien sûr que non, parce que cette salle de classe, c'est un système qui a une mémoire. Ça veut dire que c'est un système où la température de la salle de classe dépend de la température précédente, quelle que soit la température extérieure. Ça veut dire que si vous avez une chute de température extérieure drastique de 20 degrés à moins 20 degrés, la température de la salle va continuer, va décroître, sûrement, mais d'une manière plus lente. Pourquoi? Parce qu'elle a une température interne qui est de temps et qui va freiner, si vous voulez, l'effet de la température externe. Donc c'est un système qui a de la mémoire. Donc c'est une sortie qui dépend de la sortie passée. Elle n'est pas indépendante de la sortie passée. Et là, vous avez tous les systèmes physiques ou les séries temporelles qui dépendent des sorties passées. C'est-à-dire, ça veut dire que ce sont des systèmes qui ont de la mémoire. Et donc, vous ne pouvez pas utiliser un vecteur de régression phi qui est juste la structure à réponse impulsionnelle finie. Vous allez utiliser d'autres structures qu'on peut voir dans le Larx, Larmax, etc. Mais vous ne pouvez pas utiliser celui-là. Pourquoi? Parce que vous avez besoin, vous avez des systèmes qui ont de la mémoire, donc comme j'ai dit, les séries temporelles, les systèmes sociologiques, qui dépendent qui ont une mémoire, qui ont une inertie, et tous les systèmes physiques, pratiquement tous les systèmes physiques, les systèmes d'échange de chaleur, les systèmes mécaniques, qui ont une inertie thermique, etc., etc. Donc tout cela, on ne peut pas utiliser la structure à réponse impulsionnelle finie pour le vecteur de régression fini. Très bien. Donc, pour quel système, pour quel cas le
régression phi, structure à réponse unique, qui ne contient que des variables exogènes, peut être utilisée. Donc réfléchissez, peut être utilisée pour tous les systèmes qui n'ont pas de mémoire. Ça veut dire que la sortie actuelle ne dépend pas de la sortie passée. Réfléchissez un peu, essayez de réfléchir dans la tête quels sont les systèmes qui ne dépendent pas, dont les sorties ne dépendent pas des sorties passées. Et vous avez une large gamme de systèmes. Pas de problème. Pas de réponse. J'espère que il y en a qui ont réfléchi. Tous les problèmes de classification utilisent un vecteur de régression phi à réponse impulsionnelle finie. Ça veut dire qu'il ne contient que des variables exogènes. Si vous faites de la classification d'images, la classe auquel appartient l'image à l'itération K n'a aucun rapport ou n'est pas lié à la classe à laquelle appartient l'image que vous avez traitée précédemment. C'est aléatoire, c'est-à-dire que chaque image appartient à une classe et ceci arrive dans un ordre aléatoire. Donc le système n'a pas de mémoire. Vous n'avez pas besoin de garder en mémoire ou de garder en entrée le résultat de la classification précédente. Donc à chaque fois, vous avez le vecteur de caractéristiques si je suis dans une reconnaissance de forme. Donc je vais avoir mon image. Donc à chaque fois, vous allez avoir les caractéristiques, donc les valeurs exogènes de mon image, sans pour autant avoir la classe de l'image précédente. Donc tous les problèmes de classification, en fait, utilisent un vecteur de régression phi à structure impulsionnelle finie. Très bien. Maintenant, une toute autre classe de système que j'ai déjà cité, les systèmes temporels, les systèmes physiques, les systèmes thermiques, les processus industriels, etc. Il y a des moteurs, il y a des processus qui ont une inertie, ont besoin donc d'intégrer la partie qu'on appelle autorégressive. Autorégressive, ça veut dire les valeurs passées de notre sortie. Et là, le modèle suivant, qui est donné par l'équation 3.3, c'est le modèle NARX, donc N c'est pour non linéaire, autorégressif, donc partie autorégressive, with exogenous input, avec des variables exogènes. Et les variables exogènes sont les U. C'est-à-dire, si je reviens à mon exemple de température dans la chambre, dans notre salle de classe, donc vous allez avoir les variables exogènes qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire les mêmes variables exogènes, qui sont la température extérieure, par exemple, le nombre d'étudiants dans la salle, auquel on va rajouter, c'est-à-dire on va rajouter au vecteur, on va concaténer, on va pas rajouter avec un plus, bien sûr, on va allonger le vecteur, on va agrandir la dimensionnalité du vecteur d'entrée par les variables passées, de sortie, c'est-à-dire par les sorties passées, Très bien. Donc l'ordre n et m, ça, c'est des aspects pratiques. Donc jusqu'où on va aller, ça veut dire est-ce que la température de la salle de classe, elle dépend elle est reliée aux 3 dernières heures, aux 4 dernières heures, aux 5 dernières heures, aux 6 dernières heures. Ça dépend. Il faudra voir. Ça dépend de l'inertie du système. D'accord? Donc, il serait profitable d'aller jusqu'à l'ordre du système, s'il est connu, mais on va voir que, comme on a vu dans les preuves précédentes pour le choix des poids optimum, etc., ils ne sont pas connus a priori. Donc, il faudra trouver la solution pour pouvoir dire que je suis dans l'ordre 2, dans l'ordre 3, dans l'ordre 4.
Ça veut dire que c'est empirique, on va tester plusieurs, c'est-à-dire plusieurs dimensions du vecteur de régression phi, c'est-à-dire plusieurs sorties passées pour pouvoir trouver l'optimum de poursuivre. Sauf si, bien sûr, on a une connaissance physique du problème, une connaissance mathématique du problème. Si on n'est pas expert en thermie, on sait que ce tube-là, par exemple, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, la dispersion thermique de ce tube est de 2-3 heures, donc ce n'est pas la peine d'aller au-delà et introduire les températures du tube de sortie du liquide au-delà de ces heures-là. Bon, tout ça, c'est des aspects pratiques qui seront traités au cas par cas, en fait. Mais globalement, donc, le système NARX, le régresseur phi avec la structure NARX, non-linéaire auto-régressive with exogenous input, se présente comme suit. Voilà. Une partie où il y a les sorties passées et une partie où il y a les entrées exogènes, les variables exogènes. Très bien. La troisième structure est la structure d'erreur de sortie, NOE, Output Error Model Structure. Et donc là, vous allez de 3.3 à 3.3 et 3.4. Je vais vous demander de regarder les deux équations et de voir qu'est-ce qui est différent. Parce que comme ça, en première vue, il n'y a pas de différence. Et si on regarde un peu mieux, on voit qu'il y a une petite différence dans la partie autorégressive, pas dans la partie variable exogène. Donc la variable autorégressive, là vous voyez que la sortie Y de K-1, c'est-à-dire les sorties passées, sont tous exprimées par rapport à θ. Par rapport à θ. Qu'est-ce que cela veut dire par rapport à θ? Ça veut dire qu'ils sont donnés par le réseau de neurones. Ça veut dire que ce sont des estimations. Pourquoi dans le NARX, j'utilise des vraies valeurs passées et dans la structure MOE, j'utilise des valeurs estimées par rapport à θ. Ce sont les sorties de réseau. Pourquoi est-ce que je fais ça? On fait ça en fait dans le cas d'une prévision à plusieurs pas en avant. Si on veut donc prédire ou alors estimer la sortie de la fonction, mais à plusieurs pas en avant. Si on veut l'estimer à un seul pas en avant, je vais me tenir à la structure NARX. Pourquoi? Parce que je reviens alors à l'exemple de la température. Si je veux donner la température de la salle de classe, autant K, je vais alors donc prendre les valeurs passées de la température de K-1, la température de K-2, et puis les variables de gène, la température extérieure, et puis le nombre d'étudiants, etc. Très bien. Et je vais obtenir, donc je vais donner tout ça au réseau, je vais donner tout ça au réseau, bon, je vais faire tous les calculs, tac, 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 commencer par θ1, Z, θ2, et puis avoir Y. Il y a quoi? Y de K. Pas de problème. Je peux utiliser les vraies valeurs. Pourquoi? Parce que les valeurs passées sont connues. Je pense avoir des capteurs, donc je connais les valeurs passées. Maintenant, imaginons que je veuille prédire non seulement la température de maintenant avec les données d'avant, mais la température dans une heure. Donc, je vais prédire Y K plus 1. D'accord? Donc, pour prédire Y de K, il n'y a pas de problème. Je le fais avec les valeurs passées que j'ai. Maintenant, pour prédire YK plus 1, la sortie, je vais avoir besoin de quoi? De Y
K, YK-1, YK-2. Donc YK-1, K-2, K-n, je l'ai, mais Y de K, non. Je ne l'ai pas en réalité, je ne l'ai pas encore mesuré, mais je l'ai estimé. Donc ça va devenir Y de K-1 par rapport à θ. Y de K par rapport à θ. C'est la sortie estimée, etc. Si je veux prédire 2 pas en avant, je vais avoir Y de K plus 2, donc ici je vais avoir Y de K plus 1, estimé, Y de K estimé, Y de K moins 1 estimé, etc. Bon, la partie autorégressive ne bouge pas, puisque je ne la prédis pas. Je vais toujours prédire le futur avec ce que j'ai comme passé. C'est tout. Et si j'ai besoin de faire bouger U, je vais avoir besoin d'un modèle qui va me donner U de K par rapport à θ, c'est-à-dire un modèle pour les variables exogènes. Ça, c'est sûr. Très bien. Donc, est-ce que vous avez saisi la différence entre le modèle NARTS et le modèle NO? Donc, en fait, la différence est que le modèle NOE peut être utilisé pour les prévisions, le modèle pour les prévisions à plusieurs pas en avant, et le modèle NARCS, non. Voilà. C'est un seul pas en avant. Maintenant, vous vous rappelez que je vous ai dit que nous avons dit que la nature du vecteur de régression phi peut avoir des effets sur la topologie. Très bien. Donc si je reviens à mon réseau de neurones, donc si phi est un arcs, donc ça va être dans le réseau feed-forward, je vais faire passer mes entrées, je vais faire mes calculs, et puis je vais prédire la sortie future K plus 1. Pas de problème jusque-là. J'arrive, je fais K plus 1. Quand j'arrive à K plus 1, je vais lui redonner le vecteur phi, qui est aussi des entrées que je viens de capturer, des entrées réelles, entrées avec les valeurs exogènes, que je vais donner, et ainsi de suite. Maintenant, si je utilise la structure NOE, où je vais faire plusieurs pas en avant, donc je vais lui donner les valeurs passées phi, je vais faire le calcul, je vais avoir donc ma réponse à YK plus 1, ou YK si je lui donne les YK moins 1. Donc ici, je vais avoir Y de K, très bien. Mais je ne vais pas m'arrêter là, parce que je vais devoir prédire pour K plus 1. Donc, je vais avoir besoin de la sortie Y de K. Donc, cette sortie-là, je vais faire une boucle et je vais la réinjecter dans le vecteur phi. Donc, ici, je vais réinjecter l'entrée. Et à chaque pas en avant, si j'ai 3-4 pas en avant, je vais réinjecter 3 valeurs passées de la valeur estimée qui vont devenir des entrées. Et là, je vais obtenir ce que j'appelle un perceptron multicouche récurrent. C'est-à-dire un réseau récurrent. Mais ce n'est pas un réseau récurrent. Enfin, je vais expliquer la différence entre les RNN, c'est-à-dire les réseaux de neurones récurrents, et les perceptrons multicouches récurrents. Le perceptron multicouche récurrent est juste un réseau de neurones qui n'est pas que feed-forward, il est feed-forward dans la première passe, mais si on a plusieurs prévisions ou le pas de prévision de plusieurs pas en avant, je vais refaire le calcul pour pouvoir prédire plusieurs fois. Donc il y a une récurrence de la sortie qui va être réinjectée en entrée. Ça, c'est le perceptron multicouche récurrent. Mais le réseau de neurones récurrent est tout autre. Ça veut dire que la récurrence, pour les réseaux de neurones récurrents, va se passer au sein même du neurone. Ça veut dire que la sortie de ce neurone va être réinjectée vers son entrée. On ne va pas voir dans ce cours les réseaux de neurones récurrents, mais ceux qui veulent jeter un coup d'œil, c'est
ils sont intéressants et ils peuvent résoudre des problèmes pour tout ce qui est approximation de fonctions. Bon, si vous allez dans mon dernier doctorat, là, Oussama a travaillé sur les réseaux de neurones récurrents et on les a appliqués pour la prévision de la consommation de gaz naturel horaire en Algérie. On a appliqué ça dans le cadre d'un projet avec Sonelgaz. Et les réseaux de neurones récurrents nous ont donné de très bons résultats. Il a utilisé dans son travail les LSTM, Long Short Term Memory Cells, les neurones LSTM. Bon, ça c'est juste pour vous, pour votre culture générale, et puis si vous voulez voir. Donc il ne faut pas confondre entre le perceptron multicouche récurrence de sortie, et le réseau de neurones récurrents où la récurrence est au sein d'un même neurone. Très bien, donc vous voyez que si je suis dans phi, si j'utilise un vecteur de régression phi NARX, je reste dans le feed-forward. Si j'utilise un vecteur de régression NOE, donc j'ai une structure ou une architecture de réseau PMC ou autre qui est une architecture récurrente, récurrence de la sortie vers l'entrée. Donc je continue. Structure d'erreur de sortie. Structure autorégressive à moyenne ajustée. Donc ça, c'est le modèle ARMAX. Auto-régressive. Donc autorégressif, c'est AR. Ça nous remet, ça nous renvoie au vecteur A, à la structure ARX. Donc il y a une partie autorégressive. Donc la partie autorégressive, c'est les sorties passées, AR. Le X qui pointe vers les variables exogènes, c'est-à-dire les variables d'entrée U. Il nous reste donc le MA, le Moving Average, la moyenne ajustée, qui n'est autre que, en fait, le paramètre epsilon, qui est quoi? Qui est la différence entre la sortie réelle YK et la sortie estimée YK par rapport à θ. Et je m'explique. Donc, le vecteur de régression Armax, Moving Average, le terme Moving Average est rajouté. Le terme Moving Average, en fait, c'est quoi? C'est on va recaler le modèle en rajoutant l'erreur calculée, l'erreur passée entre la sortie du modèle et notre sortie réelle. Donc voilà, on va, bien sûr, si le modèle a une erreur qui est nulle ou qui s'approche de 0, donc la partie MA, ou la variable MA, l'epsilon, va tendre vers 0, et donc on va retomber sur le modèle d'Arcs. D'accord? Mais le modèle Moving Average est très intéressant quand il s'agit de modèles qui sont un peu, quand on n'a pas beaucoup de données ou quand le modèle est fortement non linéaire avec une partie un peu qui est une partie de données stochastiques qui est un peu complexe, donc il peut peut-être nous aider à se rapprocher ou à réduire l'erreur entre la réalité et les prévisions. Et finalement, donc la structure Box-Jenkins. Donc la structure Box-Jenkins, en fait, c'est une structure Armax, mais pour les, si vous voulez, les prévisions multi-step ahead ou les prévisions à plusieurs pas en avant. Donc là, je vais rajouter juste dans la partie autorégressive la variable. Donc, je vais rajouter dans la partie autorégressive la variable, si vous voulez, estimée et non pas la variable réelle. Très bien. Pour tout le reste, ça reste pareil. Très bien. Donc, voilà, vous avez là 4
4 ou 5 structures pour le vecteur de régression phi, donc le vecteur d'entrée, qui sont, si vous voulez, les vecteurs de régression les plus utilisés, mais vous pouvez toujours utiliser des combinaisons, mais c'est les vecteurs de régression les plus utilisés. Maintenant, il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de hard rules, de règles générales, et le choix du vecteur de régression phi reste très problème dépendant et très relié aux données qu'on a. Mais déjà, si vous avez le vecteur de régression phi, vous avez une idée donc sur le nombre d'entrées, d'accord. Vous avez une idée sur un seul pas en avant, donc si votre réseau va devoir avoir une récurrence entrée-sortie ou pas. Et ceci peut vous donner beaucoup d'informations sur, et là je reviens, sur la topologie de votre réseau et le nombre de neurones que vous allez utiliser. Eh oui. Eh oui, parce que si vous vous rappelez bien le problème du XOR dans le chapitre 2, il nous fallait au moins 2 neurones pour pouvoir solutionner le problème du XOR. Au moins. On pouvait aller à plus, mais il nous fallait au moins 2 neurones. Donc le problème du XOR, c'était facile parce que c'est un problème à 2 dimensions, et puis bon, on pouvait le schématiser ou le dessiner sur un plan à 2 dimensions, et puis voir que chaque neurone nous donnait une droite séparatrice, une droite de séparation, et donc on pouvait voir que 2 neurones suffisaient. Et on avait 2 entrées. Bon, ce n'est pas toujours le cas, c'est pas parce qu'on a 2 entrées qu'on va voir 2 neurones dans la première couche cachée, dans la couche cachée. Il se trouve que pour le problème du XOR, 2 entrées, c'était équivalent à 2 neurones. Mais bon, c'est pas toujours le cas, c'est pas ça. Dans des cas plus complexes, ou dans la dimensionnalité plus grande, donc si le vecteur de régression phi, vous allez trouver un vecteur de régression qui comporte, je ne sais pas moi, peut-être 20 variables, donc un vecteur d'arrêté 20, un vecteur de régression phi d'arrêté 20, vous ne pouvez pas, ou il serait, vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours, mais il serait pas judicieux de mettre dans la couche cachée, par exemple, 5 neurones. Encore que peut-être que ça peut résoudre le problème. Mais si le problème est complexe, un problème de dimensionnalité de 20, si vous mettez 5 neurones, chances are, il y a des chances que ça bloque, que la complexité du réseau ne soit pas adaptée à la complexité du problème. Aussi, si vous avez un vecteur phi d'arrêté 20, il ne serait pas judicieux aussi de mettre un nombre de neurones de la couche cachée qui est égal à 400, par exemple. Ça, je dis comme ça, 400. Donc, il y a un nombre de neurones qui est entre, je ne sais pas, entre le nombre de neurones, un peu plus grand peut-être, plus grand que la dimension du vecteur phi, ou un peu plus petit, mais sûrement pas beaucoup plus petit et sûrement pas beaucoup plus grand. Donc ceci vous donne, le vecteur de régression phi vous donne une idée sur la topologie de votre réseau. Bien sûr, si vous rajoutez une autre couche, si vous allez vers un network growing, vous allez avoir une couche qui est un peu plus grande, et puis vous allez rétrécir après, ou vous allez rétrécir juste dans la deuxième couche, mais ça va être toujours relié à la couche précédente. Ça veut dire que si dans la couche précédente, vous avez choisi de mettre 10 neurones, vous n'allez pas dans la deuxième couche cachée en mettre 400. Ça n'a aucun sens. Ou alors, dans la deuxième couche cachée, en mettre 2. Encore que 2, c'est possible. Mais bon, voilà. Donc, ça reste une heuristique, mais ça peut vous donner des idées sur comment choisir le nombre de. Voilà. Donc,
vidéo et vous donner le temps d'absorber, c'est-à-dire ce qui a été dit ici. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. D'accord. Et bien sûr, je vous ferai une autre où on va continuer le chapitre 3 et on va expliquer le théorème de Sibelco, en fait, qui est la base ou la justification, le justificatif, si vous voulez, de l'utilisation du perceptron multicouche. Donc, si vous allez dans les papiers qui parlent de réseau de neurones, moi je le fais, mais bon, c'est fait dans la plupart des papiers, dans les papiers je le fais. Donc la première justification pourquoi vous avez utilisé des réseaux de neurones, c'est le théorème de Sibelco 1989 qui stipule que n'importe quelle fonction non linéaire, ça c'est quand même important, n'importe quelle fonction non linéaire peut être approximée par, et Sibelco donne la formule, on verra en fait cette formule-là, c'est quoi? C'est un perceptron monocouche. C'est énorme ce que dit Sibelco, il dit que n'importe quelle fonction non linéaire peut être approximée par un réseau de neurones monocouche. N'importe quelle fonction non linéaire, ça veut dire, je ne sais pas moi, la température de la pièce dans laquelle on est, si je continue sur l'exemple précédent, peut être approximée par un perceptron multicouche, donc ça va, ça ne nous étonne pas, mais n'importe quelle fonction non linéaire, ça peut être n'importe quoi. L'univers est une fonction non linéaire de complexité infinie, mais ça reste une fonction non linéaire. Donc un perceptron monocouche peut approximer ou peut modéliser l'univers. Théoriquement, oui. Théoriquement, oui. L'univers est d'une complexité absolue, infinie plutôt. Et bien, si je mets un réseau de neurones perceptron monocouche avec un nombre de neurones infini, je serai, et avec les données et un régresseur phi adéquat, je devrais être capable de modéliser l'univers. Voilà. Donc théoriquement, ça se fait. Pratiquement, bien sûr, c'est une autre histoire. Pratiquement, c'est une autre histoire. Bien sûr, pratiquement, c'est pas possible. Voilà. Très bien. Donc, je vais m'arrêter là et on continuera dans la prochaine vidéo.